Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet donc toujours concernant le partenariat patient, qui sont les situations d'accueil ou la relation thérapeutique en fait entre médecin-patient ou secrétaire-patient, même si la secrétaire n'est pas un médecin. À mon sens, l'accueil c'est déjà un soin et je pense que cette vision des choses ne changera pas de sitôt. Donc pour petit rappel, moi c'est Armelle, donc j'ai 41 ans, je suis en reconversion en tant qu'assistante médicale et médico-sociale et surtout je suis actuellement patiente partenaire euh, dans un secteur de la santé publique, donc pour l'obésité. Et probablement, peut-être, je ne sais pas, que j'interviendrai aussi en médecine interne, immunologie clinique et en hépato. Euh, Car je suis donc atteinte d'une pathologie chronique depuis l'âge de mes 17 ans. Donc ça fait bientôt 25 ans que voilà, je suis malade. Donc on peut tous être patient dans un sens ou dans l'autre. Même on a un rhume ou une grippe, on est un patient, on voit un médecin généraliste. Mais c'est vrai que tout ce qui est maladie chronique ou maladie grave, des cancers, ce genre de choses, c'est un tout petit peu différent. Même si tous les patients doivent être accueillis finalement avec dignité et bienveillance. Pour moi, l'accueil, en quoi c'est hyper important, la façon d'accueillir un patient, c'est que l'accueil, c'est déjà un soin. Ça m'est arrivé de le voir dans certains lieux de soins, justement, que l'accueil était déjà un soin. Et je le pense, mais tellement, c'est fondamental. Je, je pense, j'espère que j'ai une faculté quand même, c'est une question de savoir-être, mais je pense que j'ai quand même une faculté à accueillir les gens de façon assez adéquate, même si l'erreur est humaine et qu'on peut tous déraper et dérailler. C'est que j'ai beaucoup travaillé dans le commercial. Alors j'ai été commerciale, mais je n'étais pas vraiment une commerciale très agressive dans le sens... je force jamais la main ni aux clients ni à personne d'ailleurs. Euh, mais disons que j'ai travaillé vraiment dans un service client, dans des relations B2B, donc business to business, avec d'autres professionnels en fait. Et du coup, ça change vraiment, ça, je pense que ça a beaucoup marqué ma perception des choses, où même si on était dans une relation commerciale, moi, c'était pas à l'argent que je pensais, c'était vraiment à voilà, la situation gagnant-gagnant entre deux partenaires commerciaux. Et dans la relation thérapeutique, bah il y a un peu ça quand même en fait. Même si le médecin ou l'infirmier ou la secrétaire ou le secrétaire médical n'a pas vraiment d'intérêt. Normalement, l'intérêt personnel doit vraiment rester sous cloche. Et c'est plutôt, on est presque vraiment pour le coup là où le patient est roi dans son royaume à lui, en tout cas, mais voilà. Euh, alors, je vais expliquer, ouais, voilà, pourquoi euh, l'accueil, c'est vraiment un soin pour moi. Euh, donc j'ai dit donc le patient est roi dans son royaume, dans le sens où bah en fait c'est quand même le patient qui a la décision finale du traitement qu'il va prendre, de l'opération qu'il doit subir ou non. J'en ai encore parlé avec quelqu'un ce matin, avec une, euh, une amie à moi qui doit se faire opérer. Bah en fait elle me disait bah ouais mais mon médecin me laisse pas le choix, je suis obligée de me faire opérer. Et en même temps je sentais qu'elle avait pas du tout envie parce qu'elle a très peur, elle veut pas subir les conséquences de l'opération, les risques de l'opération. Alors est-ce que ça lui a été mal expliqué et précisé? Moi je connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'elle vit, etc. Mais vraiment je sentais qu'elle n'était pas du tout pour l'opération et que en fait le médecin lui avait forcé la main. Et c'est pas possible ça. Et c'est pas possible. Et il y a beaucoup de médecins aussi qui m'ont dit oui, j'ai quand même souvent entendu oui, mais j'arriverai à vous convaincre. Mais pourquoi essayer de convaincre les gens? D'en convaincre, il y a con et puis il y a vaincre. Je suis désolée, mais peut-être que le patient, il est dans son ego aussi, qui veut juste décider pour lui. Et moi, il y a des fois où j'aurais pu, entre guillemets,
avec des pincettes ce que je vais dire, mais j'aurais pu mourir pour être libre. Ou j'ai juste envie, à des moments, de décider pour moi, pour ma vie, pour mon corps, et qu'on arrête de décider pour moi. Et attention, parce que les patients qui vivent des pathologies chroniques, notamment très longues, il peut y avoir une fatigue. Une fatigue aussi d'être malade, une fatigue d'avoir des prises de sang, une fatigue de prendre des traitements, une fatigue d'être opéré. Et le patient, il peut avoir vraiment besoin à ce moment-là d'être plus écouté que vraiment qu'on essaye de le convaincre par des arguments. Et peut-être des fois juste parler avec le patient. Ok, vous voulez pas être opéré, ok j'entends, mais du coup pourquoi d'accord, ok, et si vous faisiez opérer, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait vous apporter Alors le médecin peut être très factuel et donner, j'en sais rien, des pourcentages, donner des faits, si vous ne faites pas opérer, est-ce que c'est ok si je vous explique ce qui peut se risquer de se passer, enfin voilà. Il y a aussi de l'information, il faut être quand même clair dans l'information qu'on donne. Je ne dis pas qu'il faut cacher au patient qu'il y a un risque sur une table d'opération ou quoi, pas du tout. Le patient, il doit pouvoir, ça aussi c'est un droit fondamental dans le milieu médical, il doit pouvoir décider en tout état de cause, en toute conscience, et pouvoir donner son consentement qu'on appelle libre et éclairé. Et c'est vraiment important. Et généralement, quand les patients sont pas sûrs, c'est peut-être qu'on leur a pas donné toutes les informations. Alors je sais, les médecins, les secrétaires, les infirmiers, les infirmières, tout le monde n'a pas le temps de toujours tout expliquer. Mais à mon sens, c'est quand même hyper important. Il s'agit de la vie du patient. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis, mais voilà. C'est jamais anodin en fait pour un patient de fréquenter une salle d'attente de médecin. Voilà. Même si c'est pour une grippe, même si c'est pour de la bobologie, il peut y avoir quand même de l'anxiété derrière, une maladie plus grave possible. On ne sait pas, des fois on vient pour un tout petit truc et en fait il se trouve qu'il y a peut-être autre chose de beaucoup plus grave. Excusez-moi, j'ai mon café sinon ça va refroidir, je suis la spécialiste pour ça. Donc, le patient, oui, il peut venir en apparence peut-être pour des problèmes insignifiants, mais il prend quand même la peine, je dirais, ce patient-là, de se déplacer pour se soigner lui, de venir vous voir, vous, en tant que patient, en tant que médecin, pardon, ou vous, en tant que secrétaire du médecin en question. Il prend la peine de venir pour poser une question éventuellement au médecin, pour vérifier quelque chose, pour échanger, ou alors il vient pour recevoir un traitement qui n'est pas anodin, peut-être une chimiothérapie, peut-être une radiothérapie, que sais-je, ou pour un examen qui va peut-être lui annoncer quelque chose de grave. Voilà. Alors vous, chez vous aussi, vous vivez peut-être quelque chose de grave. Voilà, mais à ce moment-là, à mon sens, il faut quand même rester le plus professionnel possible. Et mettre de côté ses problèmes personnels. Voilà. Le client, vous voyez, c'est mon passé de service client qui ressort. Le patient, il vient pour être soigné, quoi. Ou peut-être parce qu'il a peur ou qu'il a des questions. Et vraiment d'être à l'écoute. Parfois, il y a juste besoin, il n'y a pas vraiment de réponse à apporter par moment, mais juste de l'écoute. Et de ne pas avoir toujours ce réflexe correcteur de se dire le patient il a un problème, il faut qu'il accepte cette opération. Il faut qu'il comprenne quels sont les enjeux, les points positifs, négatifs de telle ou telle opération. Et puis après, il faut que le patient décide de ce qui est bon pour lui. Voilà. Tout en ayant toutes les informations, bien entendu. Alors je dis ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je sais que s'il y a de la charge émotionnelle, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Moi, j'ai du mal à le faire, par exemple, avec mes enfants. Parce que pour mes enfants, je veux le meilleur, en fait. Je veux le meilleur, je veux qu'ils se soignent, je veux qu'ils prennent soin d'eux, je veux que, voilà. Et il y a la charge émotionnelle du parent, en fait. Et quand moi, je vois, je sais pas, mon fils qui prend pas bien ses médicaments ou autre, moi, ça me met dans tous mes états, en fait. Et du coup, j'essaye de convaincre mon fils qu'il faut qu'il prenne ses médicaments. Voilà. Et là, on rentre aussi dans le fait de convaincre. Mais ça, c'est quand il y a de la charge émotionnelle. D'où l'important
aussi de prendre du recul par rapport aux patients et de garder une certaine, je crois qu'on appelle ça la neutralité bienveillante. Voilà. Donc voilà, la charge émotionnelle, c'est jamais très bon du côté du professionnel. Le patient, lui, il aura toujours une charge émotionnelle. Il vient, il y a peut-être sa vie en jeu, il y a de la maladie, il y a potentiellement de la mort, il y a des conséquences, du handicap ou je sais pas quoi, ou une opération qui va mal se passer. Enfin voilà, il y aura toujours de la charge émotionnelle du côté du patient. Et c'est au professionnel de rester, pour le coup, maître de lui-même et neutre. Neutre et bienveillant. D'essayer de juste, des fois, écouter le patient. Le patient, comme je vous dis, parfois on a juste besoin d'être entendu. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui nous trouve une solution à tous nos problèmes. Des fois, juste d'en parler, ça libère. Juste d'écouter, des fois, ça change la donne. Vraiment. Vraiment, je vous assure. Donc, voilà, de l'écoute. Essayez de comprendre le besoin du patient derrière. Voilà, c'est pas parce que le patient vous dit oui, moi j'ai de l'anxiété par rapport à ça. Ah, réflexe, moi je vais vous prescrire je vais vous prescrire tel médicament contre l'anxiété. Non, mais en fait, des fois on a juste besoin d'être entendu, c'est comme ça. Comme toute personne en fait. Vous faites pas exception en tant que médecin, vous faites pas exception en tant que secrétaire médical non plus. Mais mon chat qui tente une approche. Il voit que j'ai changé d'endroit. J'ai changé d'ordinateur. T'as vu mon petit Ounou? Et voilà. Donc c'est vrai que ça demande une grande adaptation envers les patients. Mais c'est pas 50% du boulot, l'accueil. Mais déjà, quand même, coucou. Coucou. Alors là, il faut pas montrer cette partie de ton corps à la caméra. Je pense que mon chat commence déjà à avoir faim et du coup là, il vient user de ses charmes pour que je lui donne à manger, mais c'est pas trop l'heure encore là. Et puis du coup, bien sûr, l'adaptation, l'écoute, le besoin, créer un climat de confiance avec le patient, non pas pour manipuler et convaincre, mais pour faire en sorte que le patient puisse se sentir en confiance. J'ai pas d'autres mots. En confiance, donc bien sûr, faire attention aussi au langage verbal d'un patient, tout en maîtrisant le vôtre. L'intonation au téléphone, c'est hyper important aussi. Il s'est couché là, pépère. L'intonation au téléphone, c'est hyper important d'être encore plus attentif à la façon dont on parle parce qu'il n'y a que ça qu'on perçoit. L'intonation, la vitesse de ce qu'on dit, les mots employés, bien entendu. Si vous n'avez éventuellement, parce que des fois le professionnel de santé ou la personne qui accueille peut ne pas forcément comprendre quel est le besoin implicite, et il ne faut pas hésiter, je pense, à poser des questions, à reformuler, plutôt qu'à interpréter. Voilà, ça c'est vrai que c'est hyper important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais noté quoi? Oui, que l'accueil, bien sûr, c'est déjà du soin. Faire sentir à l'autre qu'il a une importance. Vraiment, que ce patient, il y a des patients qui pensent, peut-être que ça vous paraît fou, mais il y a des patients qui ont une telle faible estime d'eux-mêmes qui pensent ne même pas mériter d'être soignés, ne même pas mériter de prendre soin d'eux. Et à un moment donné, il faut jouer peut-être les psychologues d'un instant et de se dire cette personne, elle mérite d'être entendue. Cette personne, elle mérite de dire ce qu'elle a à dire sans qu'on renvoie en touche directement sur oulala, le patient il veut parler, je le renvoie vers un psychologue. Bien sûr que vous pouvez lui proposer ça au final, mais ça peut être violent pour le patient aussi, dans le sens où il peut se sentir totalement nié en se disant j'essaye de dire quelque chose à mon médecin et mon médecin ne m'écoute pas. Mon médecin, vous voulez parler à un psychologue? Tenez, voici l'adresse d'un psychologue. Non, mais j'ai juste besoin d'être entendu là tout de suite. Et
attention réflexe correcteur. Mais voilà, ça c'est... Je suis pas certaine qu'on apprenne beaucoup ça en médecine ou dans les secrétariats médicaux, je pense que oui. Même si j'ai pas toujours été super bien accueillie, mais l'accueil, à mon sens, ça devrait être la première chose qu'on apprend, l'accueil, faire sentir à l'autre que voilà, qu'il mérite de l'attention et ça va permettre que la personne adhère tellement plus facilement au traitement, au suivi, voire même que le patient vienne avec plaisir voir son médecin. Je vous assure, c'est possible. Moi, il y a des médecins, je vais les voir et je suis contente d'aller les voir. Ouais. Alors, je suis pas contente d'être malade en soi, mais je suis quand même contente de voir ces gens-là parce que je sais que le moment, il va être agréable et que je serai aussi bien prise en charge. Voilà, c'est win-win situation. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Win-win situation, oui, en parlant de ça, bien sûr, bien accueillir, ça passe par le fait de prendre soin de soi en tant que professionnel aussi. Voilà, c'est vrai que si on va pas bien, qu'on est fatigué, qu'on est tendu, et peut-être que prendre 5 minutes quand même pour aller souffler, 5 minutes pour, je sais pas, aller aux toilettes, prendre un verre d'eau, s'étirer, marcher un peu, ça peut faire toute la différence dans la prise en charge. Quand on sent les professionnels qui sont pressés, alors que le patient, lui, il joue peut-être sa vie à ce moment-là, c'est dérangeant, quoi. Vraiment, c'est très très dérangeant. Parce que oui, bien sûr, on est conscient que vous êtes, vous les médecins et tous les professionnels, et je m'inclus un peu dedans maintenant parce que je suis quand même en reconversion d'assistante médicale. Bien sûr que tout le monde a une vie, tout le monde veut rentrer à un moment donné chez soi, tout le monde a des horaires à respecter, d'autres patients à voir derrière, des gens qui attendent, oui. On peut l'entendre, mais il faut aussi entendre que le patient, parfois, il a peut-être que 1 ou 2 rendez-vous avec son spécialiste dans l'année et que c'est maintenant qu'il peut poser des questions. Alors, petit conseil aux patients également, puisque y a des choses probablement vitales qui se jouent au moment où on va chez le médecin, c'est de bien préparer son rendez-vous médical. Donc là, c'est l'empowerment des patients. C'est bien préparer son rendez-vous médical, bien préparer ses questions, de façon, à pas trop perdre de temps, à pas trop empiéter sur le patient derrière. Mais c'est vrai que toutes les fois où j'ai été reçue un peu plus longuement par des médecins, ça joue énormément sur la qualité d'accueil et la façon dont je vais prendre mon traitement derrière. Pourquoi, comment, je ne saurais vous dire, mais c'est la magie de l'accueil. Donc voilà, en tant que professionnel, il faut du coup prendre hyper soin de soi pour pouvoir bien prendre soin des gens. Et ça, je ne cesse de le répéter et de me le répéter depuis longtemps. Moi-même, quand je suis fatiguée, avec mes enfants, j'ai beaucoup moins de patience, je vais moins bien parler, je vais être, je vais être plus pressée aussi, que ça se termine, ou voilà. Sauf que du coup, les messages, ils passent beaucoup moins bien quand on est stressé, quoi. Et malheureusement, oui, ça peut être très peu, je m'étais mis, malheureusement, ça peut être très peu permis, très peu organisé, voire ça peut être très mal perçu dans le milieu professionnel de faire des pauses, alors que c'est la base et que c'est essentiel pour tout un chacun, en fait. Donc voilà, c'est une question de prendre soin de soi. Et puis sur l'accueil, il faut... c'est tous les savoir-être, en fait. C'est bien d'avoir... une somme de connaissances importante, mais du coup ça peut être totalement, je vous assure, totalement gâché par, comme un chat qui se frotte sur un micro, ça gâche totalement le son, mais il est tellement mignon, ce chat, mais ça peut totalement gâcher la prise en charge d'un patient. Je l'ai vu, je l'ai vécu, on m'en a parlé aussi, et vraiment, il y a des médecins qui sont très compétents. Et c'est pas une critique, je suis pas compétente à leur point, je n'ai pas le même savoir, etc. Mais la façon de prendre en charge un patient, ça peut totalement annuler presque les bénéfices de tout le savoir et l'expertise vraiment du médecin. C'est dommage. C'est dommage.
Alors que vraiment, par l'accueil, mais Uno Sandek, this is my clavier, ok. Alors, il attend, du coup, il est là. Il va pas bouger, hein. Vous le voyez pas, mais il est là. Il est sur mon clavier, là. J'ai peur qu'il éteigne la vidéo alors que j'ai pas terminé. Quelle heure est-il ? Bon, je me dépêche. 20 minutes de vidéo, allez, je blablate beaucoup. Donc voilà, prendre le temps avec le patient, dans la mesure du possible. J'ai beaucoup entendu une visite égale un motif. J'ai eu des médecins qui m'obligeaient à revenir pour chaque motif. Mais en fait, quand on a une maladie chronique, qui a une autre maladie chronique, qui engendre une autre maladie chronique, qui engendre un autre problème de santé, c'est impossible de venir pour une visite, un motif. Voilà. Donc, voilà, attention aux pratiques. Attention aux pratiques, quoi. Alors, je sais pas, hein, question de temps, question d'argent, je ne saurais pas dire pourquoi de la part de ces professionnels-là, mais c'est juste pas possible, en fait. Hein. Surtout pour des patients qui sont en état de vulnérabilité, qui peut-être peuvent pas trop se déplacer, ou pour qui ça va créer vraiment une fatigue de venir, bah non, désolé, mais le professionnel doit, lui, prendre en soin ce patient de façon adéquate et pas dire au patient non mais moi c'est bon, il y a du monde derrière, parce qu'on me l'a déjà dit, hein. Il y a du monde derrière, c'est bon, je peux pas vous recevoir plus longuement parce que c'est une visite, un motif. Ça m'a toujours choquée, même si je peux l'entendre et le comprendre. Je remets le micro comme il faut. Oui, mais non, ce n'est pas l'heure. Alors, du coup, on va parler d'autre chose de fondamental. Je l'ai beaucoup vu en fait en animation santé, programme TP, tous les cafés santé mentale, etc., auxquels j'ai pu assister ou pour lesquels j'ai été formée. C'est quand il n'y a pas de cadre, notamment sur tout ce qui est secret professionnel. Alors, ça va de soi quand on va chez le médecin, mais il y a des animations en santé où c'était pas reprécisé, et c'est vrai que je trouve ça très insécurisant parce que finalement dans tout ce qui est animation en santé ou programme ETP, il peut y avoir d'autres patients et chaque patient, je pense, a besoin de savoir que son cas, ce dont il va parler au moment où, ce que les autres vont pouvoir entendre durant ce groupe de parole ou cette animation ou ce photolangage ou autre, ne va pas sortir du cadre, ne va pas sortir de cet atelier-là, ne pourra pas être répété à d'autres. Et très souvent, ça n'est pas fait par les professionnels. Et c'est très très insécurisant, je trouve, pour les patients. Alors bien sûr, après si d'autres patients révèlent des choses qu'ils ont entendues pendant un groupe de parole, là, vous n'êtes pas maître de tout ce que les gens peuvent faire, bien entendu. Mais c'est vrai de reposer ce cadre-là, quand certains professionnels l'ont fait, c'était mieux. C'était bien mieux, et puis on savait où on allait, on savait pourquoi on était là. Alors que certaines animations santé qui avaient pour vocation d'être des sortes de groupes de parole, mais où c'était pas vraiment défini, donc c'était café santé mentale, mais où la personne, l'animateur en santé finalement parlait plus de lui que les autres, que les personnes présentes ou les patients présents, c'est problématique quand même. Voilà. Donc bien poser un cadre, c'est sécurisant, bien définir l'objet du pourquoi, du comment, la personne est là. Peut-être que d'ailleurs à ce sujet, sur le timing des rendez-vous patients, peut-être que le patient pourrait être à l'avance prévenu de là aujourd'hui je vous reçois, le rendez-vous il dure 15 minutes, est-ce que c'est ok pour vous ? Voilà. Et comme ça, le patient, il peut déjà définir à l'avance si c'est ok pour lui, en fait. Parce qu'il y a des médecins qui reçoivent 10 minutes, il y en a d'autres qui reçoivent 30 minutes. Moi, j'avais un médecin qui me recevait 30 minutes sans aucun problème. Par contre, je savais
qu'il y avait 2 heures d'attente dans la salle d'attente, quoi, qu'il y avait 2 heures d'attente avant. Mais voilà, ces 2 heures d'attente valaient le coup dans le sens où je savais que quand j'allais être prise en charge, j'allais être bien prise en charge. Voilà. Donc après, voilà, peut-être préciser les modalités de chaque médecin et même dans un même lieu de soins, dans un même centre de santé, dans une même clinique, dans un même hôpital, chaque médecin fait vraiment différemment. Il y a des médecins dans certaines cliniques qui peuvent me recevoir 15 minutes et ça me va pas parce que j'ai pas le temps de poser toutes les questions que j'ai à poser parce que peut-être je viens qu'une fois tous les 6 mois. Alors que du coup, dans cette même clinique, d'autres médecins me recevaient beaucoup plus longuement. Voilà, alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais peut-être préciser ça avant que la consultation démarre ou au moment de la prise de rendez-vous, dire écoutez, avec le médecin, vous allez pouvoir passer, je sais pas, hein, c'est une suggestion, vous allez pouvoir passer environ 15 minutes, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous convient, enfin voilà, je sais pas. Consentement libre et éclairé sur la façon dont le rendez-vous va se dérouler. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire ? Oui, sur le secret, donc voilà, reposer le cadre du secret. Donc là, je parlais des animations en santé, mais bien sûr, c'est fondamental dans la relation de soins, dans l'accueil. Même il y a pas longtemps, j'ai été très gênée en salle d'attente où on nous a demandé tout fort c'est quoi votre nom ? J'ai pas trop envie de dire mon nom, mon prénom là devant tout le monde, ni que les gens. Non, c'est trop bizarre quoi. Donc, alors il y en a qui vont pas s'en formaliser probablement, mais j'avoue que moi ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Donc tous les endroits où on nous appelle encore par notre nom, notre prénom dans les salles d'attente, s'il vous plaît quoi, faites quelque chose quoi. Mettez en place des numéros, des tickets. C'est en place dans certains endroits, sauf qu'après dans les faits, quand le patient va s'installer en salle d'attente, on continue de l'appeler avec son nom, son prénom. Non, c'est pas possible. Voilà, donc le secret professionnel, c'est vraiment la base aussi. Je crois que c'est la loi Kouchner qui a dû poser ça. Enfin non, le secret professionnel, ça date de notre ami serment d'Hippocrate. Et puis ça a été reprécisé, il me semble, dans la loi Kouchner et la loi HPST 2009. Mais c'est tellement fondamental pour le patient de savoir que tout ce qui va se dire avec un médecin, que ça ne sera pas répété. Et en fait, quand c'est répété, parce que moi, c'est déjà arrivé que, pensant bien faire, un médecin en parle à un autre médecin qui n'était pas nécessairement dans la même équipe médicale. Il y a des fois, ça peut être vécu dans une moindre mesure comme de la trahison. Mon médecin a répété un truc que je lui ai dit. Mais des fois, ça peut être vraiment perçu comme de l'intrusion, comme vraiment une violation de l'intimité. Donc vraiment, c'est crucial. Et au moment où le patient sent que vous l'avez ou trahi, ou qu'il y a eu une violation de son intimité, donc de ce qu'il vous a confié à vous en particulier, que vous soyez la secrétaire, le médecin ou autre, peu importe, du professionnel de santé, la confiance est brisée en fait. La confiance est brisée. Même si l'erreur est humaine, la confiance est brisée. Voilà. Et ça, c'est la base de toute relation humaine, en fait. Voilà. Mes enfants, ça leur est arrivé de mentir ou de... Alors, ce sont des enfants, donc on leur pardonne plus facilement parce que ils sont en apprentissage de la vie. Mais je leur rappelle que c'est fondamental et qu'en fait, quelqu'un qui vient à mentir, du coup, confiance brisée et c'est très difficile à rattraper. Alors le mieux, c'est quand même de reconnaître son erreur et puis d'expliquer pourquoi et de se dire qu'on fera mieux. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier. Alors je vais essayer de cacher parce qu'il y a mon fils qui revient de l'école. Apprécier en fait le pourquoi du comment c'est important de bien accueillir un patient. Voilà, je vous dis à très bientôt.